Salut Brigitte, c'est Diana, ton professeur de russe. Je suis très contente de te retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous l'invité à te présenter un sujet très passionnant. Voilà, bonjour, je me nomme Muriel Fastré, je possède une petite entreprise à Moscou et aujourd'hui nous allons discuter de l'image de la Russie à travers les âges et ses représentations aujourd'hui. Si tu trouves que ce thème est utile et intéressant pour toi, n'hésite pas à mettre le pouce en l'air pour nous indiquer qu'on fasse plus de vidéos de ce genre et abonne-toi à cette chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Je me suis abonné d'ailleurs. Hein. Merci beaucoup. C'est vrai en très plus. gentil. Merci. Alors, on commence. La première question, peut-être l'unique. Alors, c'est pourquoi la Russie? Pourquoi on pense que la Russie c'est quelque chose de méchant, les ours? Parce que c'est vrai, évidemment. À Moscou, on va sortir dans la rue, là, on va se faire agresser par des ours alcooliques. C'est un état scientifique, tout le monde le sait. Bon, plus sérieusement, chaque représentation a un fond historique ou des raisons historiques. C'est-à-dire la mauvaise image de la Russie coïncide toujours au moment où la Russie a une forme de puissance. Quand la Russie est d'une très très faible, c'est un pays très sympathique. On aime bien, c'est rigolo, il y a des pirochki, de la vodka, et c'est très sympathique. Mais dès que la Russie va un peu bien, malheureusement, reviennent les vieilles logiques impériales, puisqu'il faut partir d'un principe tout simple. La Russie est à la fois un empire et une nation, est à la fois une nation et un empire. Auparavant, à l'époque tsariste, on pourrait dire que c'était un empire national. Oui. Aujourd'hui, la Russie n'est plus un empire, elle ne peut plus dire qu'elle est un empire, mais elle possède encore plusieurs centaines de peuples sur son territoire différent. Donc ce n'est pas un État-nation, une nation, un peuple. Mm-hmm. Elle est plutôt dans l'idée même de nation impériale, c'est-à-dire un bloc slave russe auquel sont agrégés une multitude de petits États, du moins de petites nationalités. Les Nénètes dans le Haut, les Tatars de Bachkortostan, les Bachkirs. C'est une très très grande diversité de peuples, de langues, de religions sur un seul État. Et ce qui tient cet État, c'est l'idée même de Russie. Et il est logique qu'un tel État puisse avoir une mauvaise image pour des raisons historiques, vraiment. C'est-à-dire, si tu prends l'idée... Allez, on va faire simple. Quand est-ce que la Russie devient un État qu'on commence à ne pas aimer? On commence à ne pas aimer, je crois que c'est surtout à l'époque de l'Union soviétique. Alors, après les révolutions de 1917. oui. Alors, oui et non. Alors, c'est-à-dire, si tu préfères, à ce moment-là, ça commence bien plus tôt. Tu peux commencer dès que Pierre le Grand bat les Suédois. Là, oui, parce que là, il se passe quelque chose. Cet État qui était barbare, dont on n'imaginait pas qu'il puisse avoir la moindre puissance, bat la Suède. La Suède, à cette époque-là, c'est une superpuissance. Elle règne littéralement sur la Baltique, et quand la Suède perd la bataille de Poltava, Poltava, c'est en Ukraine. oui. Donc, quand tu vois jusqu'où était allée l'armée suédoise, tu as bien conscience que, quand même, c'était une superpuissance militaire. Mais, pour les cours occidentales, certes, c'est un choc. C'est-à-dire qu'ils ne s'y attendaient pas? Ils ne pouvaient pas s'y attendre parce que le souverain suédois était considéré comme le Napoléon de l'époque. C'était une espèce de dieu Mars de la guerre. C'était quelqu'un qui était vraiment brillant militairement. Et être battu par des Russes qui découvrent les rudiments de l'art militaire européen. Qui viennent de bâtir leur premier bateau, comme ils font. Non, mais ce qui n'est pas faux. Et c'est un choc. Mais c'est un choc qui est limité, c'est encore loin si tu préfères. La Russie, c'est encore loin. Pour la cour de Louis XV, par exemple, bon, d'accord, ils sont sympathiques. La cour de Louis XIV, et plus tard la cour de Louis XV, ces Russes, ils sont sympathiques, mais bon, c'est pas encore la super grande surpuissance, tu vois. Et ensuite apparaît, au cours du XVIIIe siècle, tu as plusieurs grandes guerres européennes, dont la guerre de 7 ans, qui est entre guillemets la première guerre mondiale, puisque tu te bats partout sur le globe lors de ces 7 années de conflit. Et là, la Russie apparaît vraiment comme une puissance importante, puisque, pour te donner une idée, la Russie aurait pu prendre Berlin, en réalité. Malgré tout le talent de Frédéric II de Prusse, la Russie
avaient quand même battu les Prussiens. C'est juste la mort de la Grande Catherine qui évitera tout ça. Ouais. Et ce qui est assez incroyable, c'est que on commence à se dire la Russie existe. La Russie est un nouveau venu dans le jeu. Et là, la mauvaise réputation commence un peu à apparaître. Souvent, elle sera représentée comme un pays endormi, peuplé par des paysans feignants, et avec des souverains autocrates qui font marcher tout le monde à la schlag. Bon, c'est l'image que nous avons encore aujourd'hui en Occident, plus ou moins de la Russie. Lorsque tu vois tout ce qui est dit aujourd'hui sur la Russie, tu retrouves ses premières bases anthropologiques, ses premières idées. Les Russes, quand même, ils ne sont pas comme nous. Les Russes, ils sont... Tu veux dire que ces pays ne voulaient pas voir émerger un nouveau grand acteur qui pourrait leur faire concurrence? On n'aime jamais dans la vie quand un nouveau concurrent vient nous embêter. Mais encore, là, ça pouvait aller. C'est vraiment après la défaite française en 1814, soit un an avant Waterloo, que la presse satirique anglaise se déchaîne. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Il s'est passé entre-temps quelque chose de très simple. Napoléon, il y a eu les guerres napoléoniennes. Napoléon est allé en Russie. Napoléon a perdu en Russie. On peut parler de Waterloo, on peut parler de la dernière bataille, mais l'armée napoléonienne, la France cesse, entre guillemets, d'être la super grande puissance en Russie. L'Angleterre découvre que la future grande puissance continentale sera la Russie. Et là, panique. C'est-à-dire c'était la première guerre médiatique? C'est-à-dire, les guerres ont toujours été médiatiques. Si tu regardes bien, dès la guerre de Troie, le poème de Troie, c'est juste quelque part de la super propagande pour dire on va casser la gueule aux types qui sont dans la rue d'en face. Alors, tout le monde, c'est des héroïques, c'est magnifique, mais fondamentalement, c'est déjà de la propagande. On est meilleur qu'eux, Et le problème que tu as, c'est que là, la propagande anglaise est très fine, puisque elle est satirique, fondamentalement. Tu avais un journal satirique de l'époque anglaise qui s'appelait Punch, comme le cigare cubain aujourd'hui, et qui a commencé à faire les premières représentations qu'aujourd'hui encore, tu retrouves à intervalles réguliers sur Newsweek, sur les grands médias anglo-saxons. C'est-à-dire, d'où vient l'idée que la Russie est une espèce de pieuvre qui attaquerait la brave Europe. Et bien, tu trouves cette image à l'époque tsariste, tu la retrouves à l'époque bolchevique, tu la retrouves à l'époque soviétique, puisque je fais quand même un distinguo entre la partie Lénine et la partie Staline. Tu la retrouves ensuite, maintenant, aujourd'hui encore, il arrive de représenter l'actuel président comme étant une espèce de pieuvre qui va prendre différents petits pays en Europe. Or, cette image, tu t'aperçois d'une chose, qu'elle soit tsariste, qu'elle soit soviétique, ou qu'elle soit aujourd'hui la Russie moderne, fondamentalement, c'est toujours les mêmes représentations. Puisqu'on est dans une logique de temps long, les États ont toujours les mêmes intérêts fondamentaux, et malheureusement, la Russie entre toujours en compétition avec un certain nombre d'États. Pourquoi l'Angleterre, au XVIIIe, XIXe siècle, commence à ne pas aimer du tout la Russie? Pour une raison toute simple, parce que l'Angleterre est un empire. L'empire anglais, la Grande-Bretagne, possède un empire, qui deviendra le plus grand empire maritime mondial. Les Anglais ont une logique, les Anglo-Saxons revivent toujours la guerre du Péloponnèse, fondamentalement. C'est-à-dire l'idée de thalassocratie contre puissance continentale. Eux étant évidemment les peuples de la mer, ils attaquent les autres pays en venant des mers, et ils conservent ce qu'on appelle les nœuds, c'est-à-dire Constantinople, c'est-à-dire les canaux, le canal du Panama par exemple aujourd'hui, qui est très important pour la politique américaine. Donc les anglo-saxons, de tout temps, veulent conserver les nœuds pour conserver l'idée même de leur empire. Les Russes, à la base, au contraire, sont une logique continentale. Ce n'est pas faire grande injure à la Russie de dire que ce n'est pas le plus grand peuple de marins de l'histoire de l'humanité. Oui, on a un peu du mal à accéder. D'ailleurs, la première marine, littéralement, c'est vraiment Pierre le Grand. Ouais. Toute la logique de la
politique tsariste qui sera ensuite repris par Staline, c'est l'accès aux mers chaudes. C'est-à-dire, on veut prendre rapidement des terres au niveau de la Baltique, avoir un accès à la Baltique, pour avoir accès à ce grand marché, et avoir un accès aux mers chaudes, pour avoir accès à la Méditerranée, fondamentalement. Et tu te retrouves toujours avec, donc en concurrence avec les Anglais. Sans oublier que fondamentalement, les Anglais ont un petit côté paranoïaque dès qu'ils voient arriver un nouvel empire. Par exemple, lorsque le tsar Paul, si je ne me trompe pas, celui qui était assassiné par son propre fils Alexandre, cette andouille avait décidé d'accueillir les chevaliers de l'ordre de Malte. C'était très mal pris l'Angleterre. Il avait envoyé une colonne de Cosaques pour aller jusqu'en Inde. Ça a été très mal pris par les Anglais, qui eux-mêmes à ce moment-là voulaient avoir accès à tout ça. Ensuite, tu vois, toutes les politiques slavistes et panslavistes de la Russie qui sont basées sur une logique de on veut aller aider les petits frères slaves jusque dans les Balkans, ça ne peut que rentrer en conflit avec la logique anglaise de contrôle des Balkans, contrôle des fameux nœuds. Par exemple, il faut savoir que l'Empire ottoman, plusieurs fois, a été sauvé par l'Angleterre. Parce que si on laissait les Russes, vous arriviez, vous preniez Byzance et Constantinople, vous... Et à ton avis, où est le problème aujourd'hui? Parce qu'on ne va pas diviser le territoire. C'est déjà terminé cette époque, à mon avis? Oui et non, c'est pas si vieux que ça. Parce que regarde, on n'arrête pas de dire que, oh mon Dieu, la Crimée, c'est terrible, on a bougé les frontières en Europe. Depuis la Seconde Guerre mondiale, ce n'est pas arrivé. Ah bon? Et le Kosovo? L'ex-Yougoslavie? La Tchécoslovaquie, qui est devenue la Tchéquie et la Slovaquie. Non, on n'a plus du tout bougé les frontières. Les frontières, ça représente un état de force politique à un moment donné, le tracé d'une frontière. Une frontière, elle avance, elle recule. Donc je ne vais pas rentrer dans les arguments juridiques de est-ce que la Russie avait le droit en Crimée ou pas. Oui. Moi je vais dire comme Bismarck, le droit, il justifie la force fondamentalement. Donc c'est fait. Mais fondamentalement, la mauvaise image de la Russie, c'est car la Russie se relève. Et on ne peut pas accepter que la Russie se relève. À ton avis, comment est-ce que la révolution d'octobre a modifié, elle a influencé l'image actuelle de la Russie? Elle a terriblement influencé l'image de la Russie, car déjà elle la prive du statut de vainqueur. Comme tout à l'heure je t'ai indiqué, la Russie sauve la France en 14. Pour autant, au défi de la victoire, en 1918, la Russie est absente. Entre-temps, il y a la révolution de 17, qui au départ est une révolution libérale bourgeoise. Hein. Ce ne sont pas du tout les méchants communistes avec les couteaux entre les dents qui mangent les enfants. À la base, c'est une révolution tout à fait classique, j'ai envie de dire, presque à la française. Or, les gens qui viennent ensuite sont justement inspirés de la révolution française. Les bolcheviks ont pour modèle la révolution française et la Commune de Paris en 1871. Et ces gens sont prêts à tout pour prendre le pouvoir. Et ils vont sur une logique totalement démagogique, la paix et la terre. C'est ce qu'ils proposent aux moujiks. Et le moujik, il faut bien le comprendre un truc, c'est que le gars, à chaque fois qu'il y a une guerre et qu'on donne de la terre, celui qui est au front, il n'a pas de terre quand il revient au village. Donc résultat, tu as l'armée russe littéralement qui se débande par unité entière, le front n'est plus tenable, les bolcheviks signent une paix humiliante avec l'Allemagne parce qu'ils savent que le pays va être en guerre civile totale et qu'ils vont devoir affronter les armées futures blanches, et certains diront aussi les armées vertes, qui sont plutôt toutes les armées d'aucun des deux camps. La guerre civile russe est quelque chose d'extrêmement compliqué. Mais l'image qu'elle donne de la Russie au monde est dramatique. Déjà, elle va isoler la Russie du monde. La Russie ne pourra avoir signé quasiment de traité qu'avec l'Allemagne, qui sera le pays perdant et réprouvé de la Première Guerre mondiale. Quand tu passes de pays qui est censé être vainqueur à pays qui ne peut parler qu'avec la nouvelle République de Weimar, c'est que franchement, tu as vraiment chuté dans l'image collective. Et le problème aussi, c'est que la Russie soviétique met en place donc, les idées de Karl Marx. Certains diront bien, certains diront les mettront complètement mal. Je ne rentre pas dans ce sujet. Mais
elle propose un nouveau système différent de ce qu'il y a partout ailleurs. Il faut bien imaginer que la collectivisation pour un capitaliste bourgeois français des années 20, c'est terrible. Hein. Oui. Pour le petit paysan français, imaginer que des communistes vont lui prendre son grain, c'est terrible. Donc la Russie devient une espèce de repoussoir idéologique, un repoussoir total. Et après, il faut bien reconnaître que certaines politiques mises en place par ces dirigeants n'aident pas à en faire un pays apprécié. Pour autant, elle devient un pays réprouvé, mais avec une puissance de propagande très importante, puisque c'est l'époque des grands conflits sociaux, c'est l'époque des grands changements sociaux dans la société. Et donc une partie des classes sociales européennes et américaines, car il y a eu des communistes américains, on ne le sait jamais assez, mais le 1er mai, à la base, c'est une fête qui a été faite en hommage à une grève américaine qui avait été réprimée dans le sang. Donc, cette Russie apparaît pour réprouver les pauvres du monde entier comme étant possiblement un contre-exemple. Ça change. C'est un pays aussi qui est anticolonialiste. Bon, ça peut paraître étonnant de le dire. Et puis il y a aussi une autre composante, qui est la composante raciste, qui est très intéressante, parce que si tu préfères, on a souvent parlé des rouges comme de hordes asiatiques. Ce qui, d'un point de vue technique et historique, n'est pas totalement faux, parce qu'énormément de régiments pro-Lénine étaient asiatiques. Mais si on est parfaitement honnête, le papa... Encore les Tatars ont une intelligence de pas trop se mêler. Ça, les Tatars, ils ont toujours ce côté comme ça, pour pas se mêler des problèmes trop importants. Mais les Tatars ont un rôle assez intéressant. Par exemple, il y a eu Marat. C'est un prénom ultra connu chez les Tatars. Il vient d'où, le prénom Marat? D'où? D'Allemagne? Non, il vient de France. De France. C'était le révolutionnaire Marat, mais ça s'écrit Marat. Ah oui, vraiment, je me souviens. Et si tu regardes bien, le nombre de nouveaux prénoms typiquement soviétiques dans la population tatare est supérieur à ceux que tu vois dans les autres groupes ethniques. Les autres groupes ethniques, ils ont continué à appeler les gamins Vassia, ils ont continué à appeler Igor, il n'y a pas eu de souci par rapport à ça. Mais les Tatars, ils ont vraiment joué le jeu à fond, quoi. Les Marat, il y a eu un très célèbre joueur de tennis, Marat Safin, qui s'appelait comme ça. Donc c'est amusant. Le nom d'un révolutionnaire français de la terreur, de la révolution, dans ce cas le plus terrible, de la terreur, devient un prénom de joueur tennisman russe, tatar, sympathique. Ça change. Ça change. Mais c'est très 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 amusant. Mais donc tu vois, avec ce petit exemple, te montre que l'idée de révolution, la Russie, donc, puisqu'on va pas parler toujours de l'URSS, on va plutôt parler vraiment de la Russie, puisque la Russie continue l'URSS pour beaucoup, même sur certains points juridiques. Et donc, ça devient un pays qui devient à la fois un contre-modèle, détesté, et un contre-modèle adulé selon d'où tu parles. Il est certain que pour le petit travailleur exploité, ah ben là vous me faites mal, vous verrez un jour Lénine passera. Et le patron, oh mon Dieu, un jour Lénine passera. Et donc la Russie devient vraiment un ensemble de haine passionnelle. Mais littéralement. Et tu as des familles qui se disputent sur les bienfaits ou pas, sur est-ce que l'URSS est un endroit terrible ou un paradis. Car le problème, c'est que les militants... De nos jours, ou tu parles de l'époque? De l'époque déjà, vraiment à cette époque-là. Il faut bien comprendre que, par exemple, moi, tout à l'heure on en rigolait, mais mes grands-parents étaient communistes. Et ils imaginaient littéralement que la Russie soviétique était un paradis. Ils étaient communistes en France. Ils étaient communistes en France. Ah oui, mais attends, le Parti communiste français a été très puissant, surtout après la Seconde Guerre mondiale. Moi, tous mes grands-parents... Mais ils ont vécu encore, c'est que j'ai des grands-parents encore, j'ai des grands-parents aussi en Occitanie. Et si tu préfères, ce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que tous ces gens-là se sont battus après pendant la Seconde Guerre mondiale. Moi, mes ancêtres, ils ont tous été résistants ou maquisards. Et pour eux, la Russie, c'était quand même le pays qui les avait sauvés. A contrario, les gens qui étaient de classe sociale plus supérieure à eux disaient « Ah non, mon Dieu, les communistes sont arrivés, les couteaux entre les dents ». Et comme nous étions dans une guerre de propagande, la Russie soviétique paradis, la Russie soviétique enfer,
En réalité, aucun des deux. La Russie soviétique avait des avantages et de gros inconvénients, aussi de très beaux avantages. Par exemple, l'éducation que tu as subie ou dont tu as bénéficié, tout dépend de comment tu la considères, est de haute qualité. Merci, c'est très gentil. Mais tu parles un français parfait. Soyons honnêtes. Je dis souvent que la Russie moderne, c'est le métro de Moscou. Construit par Staline, les wagons mis en place par Brejnev, qui datent souvent de l'époque de Brejnev, et le Wi-Fi mis par Poutine. Et là, tu as une idée à peu près de ce qu'est la Russie. Fondamentalement, la Russie, a une image, a une histoire torturée. Et la Russie d'aujourd'hui subit tous les vieux clichés. C'est-à-dire, Poutine, c'est soit le tsar, Ivan le Terrible, soit Staline. Staline le Terrible, si tu veux. Ah bon, attendez, expliquez-moi. C'est un tsar ou c'est un chef soviétique? C'est les deux. Ah d'accord. Si tu préfères, cette idée d'autocratie d'un chef politique fort qui traverse l'histoire russe est quelque chose qui, pour nous, occidentaux modernes, quelque chose qui nous gêne vraiment. Puisque quelque part, aujourd'hui encore, la Russie, étonnamment, est encore un anti-modèle. Soyons objectifs. Les valeurs que prône la Russie aujourd'hui ne sont pas les valeurs que prône aujourd'hui l'Occident. Quelles sont les valeurs prônées par la Russie? Je dirais le retour à une forme de conservatisme pragmatique. C'est-à-dire, la Russie a suffisamment souffert des belles idées à travers le monde entier pour savoir que de temps en temps, moins d'idées et plus de pragmatisme, c'est pas mal. Ils regardent comment nos sociétés européennes évoluent, et il faut bien reconnaître que pour un Russe normal, aujourd'hui, la société occidentale ne fait plus autant rêver qu'avant. Je sais pas, même toi, au fond, quand tu étais petite, tu devais imaginer la France, l'Angleterre, l'Allemagne comme des pays de cocagne formidables. Je rêvais d'y vivre en France. Et j'étais adolescente. Et aujourd'hui, maintenant que tu voyages, que tu connais la France avec ses qualités et ses défauts, est-ce que tu es toujours en train de dire il faut vraiment que j'aille vivre en France, ou c'est plus mitigé? En fait, je comprends que c'est aussi bien de vivre en Russie. Voilà. Que je peux faire ce que je veux en Russie. Je peux obtenir ce que je veux ici. Par exemple, allez, allons plus loin. Mon épouse. Oui. Mon épouse tatar, comme toi, de très mauvais caractère, mais très belle, très intelligente, très solide. 33 ans, très belle carrière aujourd'hui, comme je t'ai dit, à une jolie place. 2 diplômes universitaires, plus le diplôme d'une grande école internationale, une grande business school. Est-ce que si elle était en France, aujourd'hui, à Paris ou à Berlin, elle aurait eu les mêmes opportunités qu'une femme travailleuse à Moscou? Tu crois que non? Je pense littéralement que non, puisque nous, on finit nos études à 25 ans et on porte des cafés jusqu'à 30 ans. Donc, en 3 ans, tu ne viens pas dire fille, tu vois ce que je veux te dire. Et c'est ça, c'est-à-dire la Russie est encore un pays de tous les possibles. C'est un pays qui n'est pas méchamment conservateur, mais qui est quand même aussi conservateur. Vouloir définir la Russie comme à chaque fois l'antre du mal, l'axe du mal, est une idiotie au niveau intellectuel. Bon, c'est un biais de propagande, c'est normal. C'est tout le jeu de la propagande habituelle, ça fait partie du jeu, d'accord. Mais aujourd'hui, pour quelqu'un qui veut entreprendre, quelqu'un qui veut travailler, la Russie a des qualités incroyables. Et elle pâtit de cette mauvaise image. Moi, lorsque je suis venu la première fois en Russie, des très proches m'ont dit « Tu es fou ». Oui, et alors? Vous me connaissez, je suis fou, donc soit, allons-y. Et le pire, c'était même l'image de ma compagne, c'est-à-dire « Tu es sûr que ce n'est pas une prostituée ?» Non. Ah oui, je t'assure, j'ai même eu droit, les gens m'ont posé des questions, mais tu es sûr que c'est pas une prostituée russe? Non. Non. Accessoirement, elle n'a pas besoin de moi, donc non, il n'y a pas de souci. Je ne suis pas un millionnaire, elle n'est pas là pour mon argent. C'est quelque chose de terrible. Et je vais même aller plus loin. Lorsque j'ai commencé à avoir vraiment un projet professionnel en rapport avec la Russie, j'ai fait le tour de différentes chambres de commerce et d'industrie en France. Et dans une, je discute gentiment avec un des responsables, et le gars, je lui dis, voilà, le but du jeu serait
d'exporter certains des produits de votre département vers la Russie. Vous êtes une puissance agricole intéressante, vous avez des produits qui sont vraiment de belle qualité, et sur un marché de 150 millions d'habitants avec une classe moyenne qui se développe à grande vitesse, et avec des gens très très riches type oligarques, vous avez vraiment possibilité, en faisant de l'ultra qualité, de prendre des marchés dans un pays intéressant. Et je prends un bon exemple. Entre Moscou et Saint-Pétersbourg, tu as presque la moitié des habitants de la Russie qui vivent dans ces zones-là. Donc finalement, la population russe est vraiment concentrée dans cette zone-là. C'est donc très intéressant pour quelqu'un qui voudrait conquérir et mettre des parts de marché dans cet endroit-là. Et le mec m'a dit, ah non, vous comprenez, moi la Russie, non, pour lui l'exportation s'arrêtait à l'Allemagne. Donc tu vois déjà, quelle puissance exportatrice, ça fait plaisir. Et pire que ça, le gars m'avait dit cette phrase magnifique, de toute façon les Russes sont des gens violents congénitalement. Comme ça. Moi j'étais comme ça, t'imagines bien la tête, c'est pas trop les gens que je connais, mais je dis, bon, soit, mettons qu'ils soient très violents, mais ils payent. Ah non, mais quand même. D'accord, donc vous préférez que vos petits paysans qui font des choses de très haute qualité meurent plutôt qu'ils vendent à des gens qui sont intéressés. Why not? Vous avez votre logique, c'est une vision intéressante du business. Moi, tu vois, pour moi, je me suis dit, tiens, il y a quand même vraiment en France des gens de très très haute qualité. Après, il ne faut pas s'étonner d'avoir un taux de chômage aussi important. Il ne faut pas s'étonner d'avoir un tel déficit au niveau exportation. C'est sûr que si tu refuses de prendre les marchés, tu risques pas d'aller loin. Mais cette vision de cet homme qui avait à peu près 60 ans te marque vraiment, puisqu'elle montre vraiment la représentation pour toute cette génération en France qui a été élevée à l'époque de la guerre froide et à qui on a raconté des bêtises. Tout à l'heure, tu rigolais avec l'exemple des communistes avec le couteau entre les dents. Mais il faut savoir qu'en 81, quand François Mitterrand était élu président en France, on aime ou on n'aime pas le personnage. Là n'est pas la question. Les gens pensaient vraiment que les troupes soviétiques allaient débarquer avec des chars à Strasbourg et aller vers Paris. Bon, on avait juste oublié de leur dire qu'il y avait quand même entre eux et là aussi, il y avait la Pologne, l'Allemagne et l'Autriche. Juste une petite distance. Oui, une petite distance. Mais les gars étaient dans une espèce de folie, c'est-à-dire, ça y est, les chars soviétiques vont prendre la France. Non, mais les gens y ont cru. Ça paraît fou dit comme ça. Et ça t'explique aussi l'emballement aujourd'hui actuel sur l'image de la Russie. Mes proches qui m'ont mis en garde contre la Russie ne sont pas des mauvaises personnes. Et ce sont même des gens qui, lorsqu'ils sont venus en Russie, ont dit « Ah ouais, Moscou, c'est... Ah ouais, ah c'est beau, oui c'est beau. Ah mais ça marche bien, et oui ça marche bien. » Et ma femme, ah ben oui, elle est très bien, ben oui, elle est très bien. Ah, il n'y a pas d'ours. Mais j'ai beau les chercher depuis que j'y suis. Moi aussi. Non mais sérieux, je les trouve pas. Bon si, parfois, le vendredi soir, dans certains coins, tu trouves des messieurs titubants un peu à cause de l'alcool. Mais je veux pas être méchant, tu vas dans les rues de Corté, la capitale historique de la Corse, un vendredi soir, tu as pas que des gars qui sont sobres. Tu vas en Bretagne, je veux pas être méchant, mais ça marche pas très bon non plus, sans parler de chez les ch'tis. Salut à nos amis bretons et du nord de la France, du nord-pas du Calais, salut. Et les gars, j'ai aussi dit du mal de mes propres coins. Mais plus sérieusement. À Moscou, il y en a aussi. Et à Moscou, il y en a aussi. Mais les gens font la fête, les gens sortent, les gens s'amusent. Et il n'y a pas de... Et les gens sont tout à fait normaux. Quelque part, les gens qui imaginent la Russie comme une espèce de paradis conservateur, où on va taper sur les gens, parce que pour ci, pour ça, se trompent. Et les gens qui imaginent la Russie comme une espèce d'enfer, comme le Mordor du Seigneur des Anneaux, comme étant le pire endroit sur Terre, se trompent aussi. Et cette image, elle est là. Et on dit toujours la Russie de Poutine. Ouais. Non, les mecs, c'est pas la Russie de Poutine, c'est la Russie. Les gens, ils ont voté. La Russie aujourd'hui. Oui, mais la Russie aujourd'hui. Mais la Russie aujourd'hui n'est plus la Russie de sous Helsinki. C'est un pays qui s'est remonté. C'est un pays qui a compris que son gaz et son pétrole sont des armes techniques, stratégiques et économiques. Et non, vraiment, parce que j'ai parlé par exemple à mes parents et ils m'ont raconté qu'à l'époque de Helsinki, il n'y avait même souvent pas de nourriture dans les magasins. Il fallait faire la queue pour avoir de la nourriture, des vêtements, c'était terrible. Il n'y avait pas des couches pour les petits. Oui, et pas des tampons pour les femmes. Et même pas de papier toilette.
Et quand tu avais du papier toilette, c'était souvent une espèce de truc gris très rêche. Je suis très contente d'être née après. Oui, moi j'ai parlé avec ma belle-mère et dans les régions, ça a été un enfer total. Encore Moscou, c'était dur, mais c'était très dur Moscou. Moscou, quand Poutine prend le pouvoir, il y a, selon les estimations, entre 50 et 100 000 enfants perdus autour des stations de métro, dont certains enfants cannibales. Vraiment? Il y a eu des cas. C'était terrible. Les années 90 ont été un enfer. On n'a pas idée de ce que ce pays a traversé dans les années 90. Oui, c'était vraiment dur, cette période. Moi, je discute avec ma belle-mère. C'est effrayant. C'est-à-dire, il y a des familles qui ont littéralement éclaté. Il faut comprendre que ces gens-là, qui étaient des citoyens égaux d'une superpuissance, se sont retrouvés le lendemain avec le niveau de vie du Botswana, quand même. Par exemple, j'avais ma grand-mère et pendant toute la vie, il mettait de l'argent à côté dans l'épargne. Oui. L'épargne publique, on l'appelle comme ça? Tu peux dire épargne, oui. Dans l'épargne, et après l'éclatement de l'Union soviétique, ça s'est disparu. Oui. Tout l'argent qu'il avait, il n'avait rien un seul jour. C'était vraiment terrible. C'était le cas de plusieurs personnes, de plusieurs familles. Et même, tu avais les cas où quand l'État donnait des bons d'entreprise aux gens, les gars ne savaient pas c'est de la propriété. Ça y est, vous avez des actions. D'accord, mais les gars, tu leur as pas expliqué ce qu'est la propriété. Il faut jamais oublier qu'en Union soviétique, tu as pu avoir le grand-père, le père et le fils qui sont nés soviétiques. Oui. C'est 80 ans. C'est-à-dire, c'est pas 10 ans, c'est 80 ans. C'est vraiment quelque chose qui a marqué les gens. Les gars sont restés sur 3, voire 4 générations selon s'ils ont fait des enfants jeunes, où ils n'ont connu que l'Union soviétique. Et du jour au lendemain, tu leur dis, ton pays n'existe pas, tu as 25 millions de tes compatriotes qui se retrouvent à l'étranger alors qu'ils étaient chez eux, en une nuit. Tu as ton PIB qui est pulvérisé, et tu dis, c'est bon les mecs, vous êtes libres. Profitez-en. D'accord, t'en profites, mais t'as pas de patates, Ouais. tu as faim. C'est terrible. Et pour aller plus loin, tu vois, tu l'as dit, mes parents m'ont raconté que dans les magasins, on faisait la queue, il n'y avait rien. Oui. Bon, pendant les problèmes des sanctions entre les États-Unis, l'Europe et la Russie, on a ressorti des vieilles photos de cette époque-là en disant, voilà, à cause des sanctions, les Russes ne mangent plus. Alors que regardez, moi, je suis désolé, hein, j'étais là pendant toutes les sanctions, j'ai pas fait le régime, hein. Je reconnais, on a bien mangé, on a bien rigolé, mais par contre, en Europe, j'ai eu des proches qui m'ont demandé, et ça va, vous avez la nourriture et tout? Bien sûr. Vraiment, elle te demandait ça? Ouais. Si tu avais de la nourriture, là, maintenant? C'était En 2018? pas en 2018, mais au début des sanctions, 2014-2015, les gens, on a annoncé sur Euronews que les gens ils crevaient la dalle, qu'il n'y avait plus assez de lait dans Moscou. Plus de fromage. Alors que bon, on a mangé du fromage moins bon pendant quelques temps, mais maintenant on fait du très bon fromage. Et les Russes ont appris à faire du fromage. C'est ça, quelque part, ces sanctions ont été une bénédiction pour la Russie, ça vous a obligé à bosser. Oui, je confirme. Les Russes ont appris à faire des produits à la française. Ah oui, Parce qu'il y a beaucoup de spécialistes français qui arrivent en Russie dans le domaine de fromagerie, de boucherie. Et puis, tu vois, le problème qu'il y a aussi avec l'image de la Russie moderne, c'est même le nom Poutine. Poutine, ça ressemble à Rasputin. Ça ressemble à Staline. Et donc les mecs, ils font toujours cette espèce de triangulation en disant... un exemple tout simple. Poutine gagne 4 présidentielles et aura passé à la fin de son mandat peut-être pas loin d'un quart de siècle comme président de la Russie. Mais on ne dit rien sur Merkel, par exemple. On ne dit rien sur Merkel. Surtout que je ne veux pas être méchant, mais le libéralisme à l'allemande, faire de l'Allemagne la paragon du libéralisme historique, il ne faut pas avoir de grande connaissance historique. Mais donc, d'accord, et on dit toujours comme Staline. Oui, pourquoi obligatoirement Staline? Il y a aussi des gars qui ont régné longtemps à travers le monde, pourquoi toujours rapporter à Staline? Tu vois, c'est cette espèce de rapprocher deux noms proches, et tout est prétexte à les rapprocher. Donc le français de base, il imagine toujours qu'il y a un rapport entre Poutine et Staline, parce que fondamentalement, tu les mets ensemble. Ils imaginent toujours, et puis il faut voir ce que la presse écrit sur la Russie. Il y a une chaîne, lorsque j'étais en France, que je regardais de temps en temps, qui s'appelle Arte. Bon, un jour, je regardais un reportage. J'ai vu les reportages sur la Russie, ils en font souvent. Waouh! Tu as vu celui où j'ai appris que j'avais pas le droit de faire des photos dans le métro de Moscou? Vraiment? Oui, ils ont dit ça. Parce que c'est interdit.
Je sais pas, si tu vas dans le métro Moscou, tu as des points rouges qui t'indiquent que de là, tu peux faire une super photo. Oui. Donc les Russes sont quand même assez bêtes pour mettre un endroit disant vous prenez une photo d'ici, vous avez un super panorama. Mais non, faites pas de photo. C'est débile. C'est débile, mais ça marche. Parce que les gens ont une inculture totale de la Russie. Ils ne savent pas ce qu'est ce pays en réalité. Tu sais, il y a 2 jours, excuse-moi de t'avoir interrompu, il y a 2 jours, j'ai reçu des commentaires sur YouTube. Oui. Une dame m'a écrit bonjour, si vous me regardez en ce moment, c'est pas contre vous, c'est juste un exemple. Alors, elle m'a demandé, son fils va aller dans quelques mois en Russie pour faire ses études, je crois. Est-ce qu'il doit obligatoirement se faire vacciner? Contre la rage, évidemment. Il y a des chiens qui ont la rage. Non, je rigole. Je rigole, c'est une magagne. J'ai pas compris en fait. C'est quoi la Russie? Il y a quoi? Il y a des maladies? Pourquoi on doit faire des vaccins obligatoirement pour entrer en Russie? Bon, le pire, c'est que bon, la Russie soviétique et la Russie sous Helsinki, au niveau sanitaire, c'est sûr que c'était pas terrible. Mais la Russie aujourd'hui. J'ai pas compris pourquoi. J'ai répondu qu'il faut pas avoir de vaccin pour aller en Russie. Tu sais, on n'a qu'à demander à mon épouse ce qu'elle pense de la Russie roumaine, hein, qui est pourtant dans l'Union européenne. Hein. Elle a cru qu'elle allait mourir lorsqu'elle a visité Bucarest. Alors, fondamentalement, faut pas non plus exagérer. Moi, je me fais soigner dans un hôpital public russe lorsque j'ai un souci. Tu as survécu? Donc, j'ai survécu à la médecine russe. Très très bien, j'ai été soigné tout à fait décemment, comme j'aurais été soigné dans n'importe quel hôpital de même standing en Occident. Et je trouve ça quand même terriblement... Ce sont des représentations. Les gens ne connaissent pas ce pays. Les gens ne croient que ce qu'ils voient dans les masses médias, qui leur expliquent que ce pays va très très mal. Moi, je regarde une chose toute simple. Les journalistes français, occidentaux qui viennent dire du mal de la Russie, ils n'échangeraient leur place à Moscou contre aucune place ailleurs. Donc, est-ce que c'est si terrible que ça? Quand ils font le forcing pour que leur famille puisse venir vivre avec eux à Moscou, ah bon, c'est si terrible que ça? Mais moi, si j'aimais pas mes enfants, si j'aime ma fille, mais je la ferais pas vivre dans un endroit qui est terrible. Tu vois ce que je veux te dire? Et eux, ils disent du mal de la Russie et ils font tout pour que leur famille vienne vivre en Russie. C'est étonnant. Je connais aussi des journalistes pour des médias français qui vivent à Moscou, mais pourtant qui sont anti-Poutine, anti-Russie. Oui, mais parce que... Ils vivent ici, ils travaillent ici. Parce que les gens... Tu sais, regarde, le français aime bien donner des leçons au monde entier. Et parfois, il ferait mieux de regarder l'état actuel de son propre pays, se rendre compte que, vu ce que la Russie a traversé historiquement sur les 40 dernières années... Et avec l'idée de communiste, ensuite ça s'est changé, ça s'est bousculé. Oui, mais si tu regardes bien, la Russie tsariste, elle est méchante. La Russie est soviétique, elle est méchante. Elle est poutiniste, elle est méchante. Bon, la question c'est quand est-ce qu'elle n'est pas méchante? Comme ça, on gagne un peu de temps. Sous Brejnev, peut-être. Bah, elle était méchante aussi, parce que sous Brejnev, elle a fait peur aussi. Alors que Brejnev avec les gros sourcils, bon... Et il aimerait faire des bisous. Là, je viens de visualiser le bisou entre les cœurs. C'est assez spécial, je reconnais. Waouh! Mais non, il y a des grandes incompréhensions. Mais moi, je mets ça en rapport, la mauvaise image d'aujourd'hui, avec Sochi, par exemple. Si tu regardes bien, tout a commencé, vraiment, c'est redevenu méchant à l'époque de Sochi. Là, pour la Coupe du Monde, on va trouver plein d'excuses pour dire qu'il ne faut pas aller en Russie. Pourquoi? On va vous empoisonner? Bah, à la rigueur. Avec du sarrasin, parce qu'il y avait une version. Avec la glace au sarrasin. Ah oui, j'ai adoré ça, c'est sûr. Mais ce qu'il y a de terrible, c'est que, oui, quand les touristes vont venir, qu'ils vont visiter Kazan, qui est une ville magnifique, qu'ils vont voir Saint-Pétersbourg, c'est une ville incroyable, qu'ils vont être à Moscou, qu'ils vont voir l'énergie que tu as à Moscou, qui vont voir le développement économique, qui vont voir que les gens sont vêtus normalement, qu'ils mangent normalement, mais ces gars-là, tu ne vas plus pouvoir leur vendre l'idée que la Russie, c'est le Mordor. Tu ne pourras plus leur vendre. Et d'où l'intérêt de tout bloquer, de tout empêcher. On a parlé d'Arte. Moi, dans les reportages sur la Russie sur Arte, à chaque fois, j'ai envie de passer la tête par la fenêtre et regarder, ah non, c'est pas comme ça quand même, hein, parce que
Je suis toujours halluciné par les contre-vérités, les folies, les bêtises, ou pire, les approximations. Et on aime beaucoup tout ce qui est français en récit. Et c'est ça ce qui est terrible, parce que les Russes aiment la France, littéralement. Ils aiment même Napoléon, tu vois, ils lui en veulent même pas. Moi, ça m'éclate toujours quand je dis que je viens de Corse et tout, et qu'on me dit « Ah, l'île de Napoléon !» Oui, je me souviens même de l'école. On détestait Hitler, Oui. mais on aimait Napoléon, on le respectait, parce que c'était quelqu'un de grand. Voilà. Et une chose toute rigolote, à chaque fois que je rentre dans un taxi à Moscou, mon accent russe, tu l'as entendu, il est quand même très spécifique, il fait rigoler mon accent quand même. Et il y a toujours un moment où le gars va mettre Chaudassin, Mireille Mathieu. Et les gars, ils aiment ça. C'est-à-dire, il le met exprès pour te faire plaisir? Souvent, ils l'ont. Mais tu entends du Lara Fabian qui passe à la radio russe. Mais il y a Mireille Mathieu, Charles Aznavour qui viennent en Russie tous les ans pour donner les concerts. Et chose amusante, moi j'ai fait des photos Facebook où juste en bas de chez moi, il y a une colonne Maurice où tu as des affiches des différents spectacles. Et Mireille Mathieu, partout où je vais, elle me suit. Oui, Mireille Mathieu, Charles Aznavour. Et quand tu sors de Moscou, que tu vas vraiment dans les régions, Mireille Mathieu, c'est une espèce de déesse. Hein. Moi, j'ai vu des Russes arrêter tout. Tout s'est arrêté pour écouter un concert une chanson de Mireille Mathieu avec les chœurs de l'Armée Rouge derrière. J'étais halluciné. Mais c'est sympathique. Et puis, une histoire vraie. J'achète à ma femme une jolie bague. Bon, mais évidemment, comme tous les hommes, je suis nul en taille. Donc, je lui achète une bague trop grande. Et on cherche un petit artisan pour la remettre à sa place. Et on trouve dans une cour moscovite un petit artisan géorgien. Et le gars, il voit que donc je viens de France et tout de suite il me fait Ah, la France. Et il ouvre son établi. Il avait toute l'œuvre du grand philosophe Pascal et il m'a parlé des philosophes français de cette époque-là. Pendant tout le travail qu'il a fait, il m'a sorti les grands textes, les grands événements. Il avait une connaissance parfaite de Pascal. Moi, j'ai vu un gars qui est venu réparer une machine à laver en bleu de travail. Le mec, il voit un livre de Victor Hugo dans la maison, il est capable de te reparler des Misérables. Parce que la Russie est un pays de culture. C'est un pays littéraire. La France était un pays littéraire. C'est pour ça que les Français et les Russes pouvaient bien s'entendre. Et malheureusement, la France devient un pays de moins en moins littéraire, et la Russie reste un pays littéraire. L'affront de Macron, dernièrement, de refuser d'aller saluer lors du grand événement du livre, au Salon du Livre, de refuser d'aller serrer la main, de saluer les auteurs russes, est honteux. Surtout que dans les auteurs russes, il y avait un paquet qui était contre le pouvoir actuel. Mais les gars, ils ont été insultés. Et même, ils comprennent mieux le pouvoir actuel après ça. C'est contre-productif, c'est idiot. J'espère que ça va rétablir bientôt, parce que nous sommes deux pays vraiment amis, et j'espère que ça... Oh bah moi tu sais, je ça va ici, être donc, non seulement au niveau des peuples, mais aussi au niveau des politiques. moi je l'espère. Voilà. Merci beaucoup d'avoir participé, c'était Ben, très ce fut intéressant, un grand plaisir. de compter. Et qu'est-ce qu'on va dire à nos spectateurs? Venez visiter, il va y avoir la Coupe du Monde, venez profiter. En plus c'est le meilleur moment pour découvrir Moscou. Il fait chaud mais pas trop, les filles sont belles, la nourriture est sympathique. Il y a de tous. Et il y a des ours. Alors, au revoir. Au revoir. Tu connais la blague? Laquelle? Pourquoi les Russes n'enterrent pas Lénine? Pourquoi? Parce qu'ils lui ont pas encore pardonné. Celui-ci? La Russie. Non. C'est En pas fait, grave. on peut se tromper, je vais couper ça. Mais c'est normal. Tu veux qu'on voit tes jambes ou pas? Un peu. Je pense qu'il faut qu'on voit tes jambes. Un peu, juste un peu. Eh, mais non, mais attends, tu as raison, c'est un argument.